Bonjour à toutes, bonjour à tous. Être entrepreneur, c'est prendre des risques par nature. Et puis, parfois, les choses vous échappent complètement, comme elles nous échappent depuis ce printemps. On nous dit et on nous redit, on nous rabâche même, j'oserais dire, depuis le début de cette pandémie, que c'est finalement une bonne occasion d'apprendre à être agile, de revoir son business model, de revoir ses habitudes. L'excellente chose dans la semaine de l'entrepreneuriat, c'est que c'est précisément cela que fait la semaine de l'entrepreneuriat. Elle nous montre, elle nous dégourdit un petit peu les neurones pour que nous sachions nous faire autrement, que nous sachions lancer des entreprises qui seront pérennes. La Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève est donc tout particulièrement heureux dans cette période pour le moins troublée d'être partenaire pour la deuxième année consécutive de la semaine de l'entrepreneuriat. Au-delà de cette semaine, vous trouverez à la CCIG un partenaire qui s'efforce jour après jour d'œuvrer à ce que les entreprises, grandes ou petites, et que les entrepreneurs en devenir, que certainement plusieurs d'entre vous qui suivez ce webinaire sont, puissent exercer leur activité dans notre canton de manière pérenne, qu'elles puissent créer de l'emploi et apporter de la valeur ajoutée à Genève. La CCIG souhaite par son action être ainsi fidèle à chaque instant à sa devise, assurer une économie forte, promouvoir les entreprises membres. Assurer une économie forte en ces temps, c'est difficile, mais ensemble, on va y arriver. Et on va commencer par débattre d'un thème qui est au cœur des discussions aujourd'hui, c'est du financement des entreprises. Mais je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Kouchtrim Reka, la Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation, qui, lui, va vous faire entrer véritablement dans le vif du sujet. Bonjour à toutes et à tous. Merci Alexandra pour ce mot d'introduction. Je m'associe à elle pour vous souhaiter la bienvenue à cette session en ligne sur le financement. Donc, en guise d'introduction, j'aimerais tout d'abord remercier tous les partenaires et co-organisateurs de cette Semaine mondiale de l'entrepreneuriat, mais également de cette session que vous verrez dans son contenu, mais aussi en nombre de collaborateurs, mais parce que le sujet le mérite. La volonté du département du développement économique en proposant cette session à la Semaine mondiale de l'entrepreneuriat était vraiment de proposer aux participants et aux entrepreneurs que vous êtes une session qui balaye l'ensemble du spectre des questions de financement. On le sait, la question du financement est cruciale pour une société, tant dans la phase de lancement que pour son développement, mais tout simplement également pour la tenue de ses affaires. Donc il y a un certain nombre d'aspects qu'il faut maîtriser et que je souhaite, avec les intervenants du jour, adresser pour vous guider au mieux à travers ce monde un peu complexe, je vous l'accorde. Donc l'objectif de la session, à proprement parler, est de vous permettre d'identifier vos besoins, de les comprendre, dans l'autre côté, de comprendre aussi les solutions qui existent sur le marché, comment elles peuvent répondre à ces besoins, et finalement, et parce qu'il y a un certain nombre de critères à respecter pour pouvoir avoir accès aux solutions de financement, à travers les interventions du jour, comprendre les critères et les conditions de ce financement. Passons peut-être au programme du jour et à la présentation des intervenants. Donc après cette introduction faite par la Chambre et moi-même, on va passer à une question générale du financement qui sera présentée par Patrick Schaeffer, qui est le directeur de la Fondation d'aide aux entreprises. Je laisserai aussi introduire un peu plus précisément cette fondation et son rôle dans le canton de Genève. On passera ensuite sur la question du financement de la phase vraiment initiale de l'entreprise, c'est-à-dire la création d'entreprise, qui sera assurée par Antoine Facio, directeur de la Fondetech. Ensuite, on va passer sur une dimension du financement un peu plus destinée aux startups hautes technologiques innovantes. Cette présentation sera faite par Antonio Gambardella, directeur de la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique.
Et on finira ensuite par un acteur important dans le domaine bancaire pour parler justement de ce sujet de l'emprunt bancaire par Nicolas Roussin, responsable de la clientèle entreprise au sein de Crédit Suisse. Donc je vous remercie encore de votre présence à cette session et je passe tout de suite la parole à Patrick Schaeffer. Oui, bonjour. Donc Patrick Schaeffer de la Fondation d'aide aux entreprises. Peut-être pour commencer de vous présenter la Fondation d'aide aux entreprises, la FAE. Donc c'est un outil mis en place par le canton de Genève qui vise à faciliter l'accès au financement pour les entreprises avec une palette de solutions pour les différents cas de figure et les différents types de sociétés. Voilà, donc vous trouvez toutes les informations sur notre site web si vous avez des questions supplémentaires. Pour commencer, donc vraiment en termes d'introduction générale au financement, le premier point important à déterminer, c'est la nature de votre besoin. De manière générale, il y a deux besoins spécifiques. Un premier besoin qui est un besoin d'investissement, qui va être donc nécessaire pour créer, développer les activités. Donc il y a toute une série de spécificités à ces investissements, très souvent des dépenses qui n'ont pas encore d'effet et dont les revenus seront futurs. Et puis, vous avez un besoin de fonds de roulement qui correspond là à un financement d'une activité existante, de financer le décalage entre les encaissements de vos clients, de vos factures clients, et les décaissements liés à l'activité. Donc, c'est vraiment deux besoins fondamentaux qui vont répondre à des questions très différentes et pourront se financer de manière un peu différente. Le type de financement, là aussi, dépend beaucoup du stade de votre entreprise. J'ai fait un espèce de graphique pour présenter ça de manière schématique. Vous avez en termes de courbe le cash flow que générerait votre entreprise. Donc le cash flow correspond aux bénéfices en termes de cash, les liquidités générées par votre activité, qui vont forcément, dans un premier temps, être négatives et progressivement, finalement, avoir une profitabilité positive qui permettra finalement d'autres options. La première option, évidemment, de financement de l'entreprise doit être les fonds propres. Ça va vraiment être le socle de base qui permettra de développer votre activité. Progressivement, vous pourrez, en tant qu'entrepreneur, ajouter de la dette, mais vous voyez, cette dette doit être ou peut arriver à partir du moment où la profitabilité commence à croître et vous générez des bénéfices avec votre activité qui sera en mesure de financer cette dette. Chacun de ces formes de financement va avoir des caractéristiques très différentes. En termes de fonds propres, on s'adresse donc principalement aux fonds propres de l'entrepreneur lui-même, mais qui peuvent être ensuite complétés par les Family, Friends and Fools, donc les amis qui seront prêts à soutenir en fonds propres l'entrepreneur, les Business Angels, qui vont être des personnes privées qui vont aider l'entreprise à démarrer en fonds propres, et des structures institutionnelles plus professionnelles comme les Venture Capital. La spécificité des fonds propres, c'est quelqu'un qui va investir en fonds propres rentre dans le capital, donc devient copropriétaire de l'entreprise, ce qu'on appelle de la dilution. Il n'y aura pas de remboursement des montants qui sont investis, mais une part du bénéfice, dividendes, qui seront versés. L'avantage de cette forme, du moins en tout cas pour son démarrage, c'est que l'activité ou le coût des fonds propres n'est pas lié à la profitabilité. C'est-à-dire que si l'entreprise n'est pas profitable, finalement ça ne coûte rien, et à partir du moment où elle est profitable, il y aura une part de bénéfice à verser. Le financeur, l'investisseur qui va verser ses fonds voudra participer à la gestion de l'entreprise et il visera très souvent un remboursement ou en tout cas un bénéfice lors de la revente de sa participation.
Le type de financement le plus courant et souvent le plus important va être de la dette. La dette qu'on va obtenir au travers de banques, au travers d'instituts de leasing, voire certaines assurances ou de prestataires de garantie de loyer, par exemple. Les caractéristiques, la somme devra être remboursée. Il y a un paiement d'intérêt qui, lui, n'est pas lié à la profitabilité de l'entreprise et qui devra être payé quoi qu'il arrive. Donc, même si l'entreprise n'est pas encore ou n'est plus profitable, il faudra malgré tout être en mesure de payer ces montants. Par contre, il n'y a pas de dilution, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de partage du pouvoir et la personne qui prête de l'argent n'aura pas son mot à dire sur la gestion de l'entreprise. La motivation du prêteur, donc du financeur, sera d'être remboursé sur la somme qu'il a prêtée et d'encaisser un intérêt. C'est souvent assez intéressant de financer son entreprise par dette, puisque ça permet d'avoir un effet de levier, c'est-à-dire d'augmenter les moyens financiers de l'entreprise sans partager finalement la propriété de l'entreprise. Par contre, évidemment, le fait de devoir rembourser et payer un intérêt augmente grandement le risque et il faut donc que l'entreprise soit rentable, raison pour laquelle c'est souvent une étape ou un financement qui arrive dans une deuxième étape de vie d'une entreprise. Donc on a vraiment cet élément-là qu'on voit assez bien sur ce graphique où la dette finalement peut commencer à partir du moment où vous commencez vraiment à générer de la profitabilité dans l'entreprise ou en tout cas avoir des revenus qui vous permettent de prendre en charge des coûts. Au milieu de ces structures de financement, vous avez des différents organismes de soutien, dont la Fondation d'aide aux entreprises, la Fondetech en est un également actif à Genève, qui vont finalement se placer un tout petit peu au milieu, majoritairement en intervenant en termes de dette, donc sous forme de garantie ou de prêt direct pour la Fondetech, mais qui vont accepter de prendre une prise de risque plus importante et plus tôt avec une optique de développement économique. En termes de règles d'or, il y a deux règles d'or importantes en matière de financement. La première, il faut qu'il y ait des fonds propres en suffisance. Différentes raisons à ça. La première chose, c'est d'être en mesure finalement de pouvoir confortablement développer son entreprise. Évidemment, peut-être vous connaissez, ou si ce n'est pas le cas, c'est un article important, l'article 725 du Code des obligations, qui traite du surendettement. À partir du moment où les pertes de l'entreprise dépassent le montant du capital, l'entreprise est virtuellement en faillite. Donc, il est vraiment important que vous puissiez disposer, en termes de socle de fonds propres, des moyens suffisants pour éviter d'être soumis à cet article sur le surendettement. C'est aussi en termes de gestion, il faut avoir un bon équilibre. La personne, c'est finalement une prise de risque, un équilibre de prise de risque. Si vous avez une part de dette trop importante par rapport aux fonds propres, il y aura évidemment une prise de risque beaucoup plus importante du côté du prêteur qui est des fonds propres, et ce déséquilibre n'est pas sain et n'est pas pérenne dans la durée. L'autre élément, en termes de financement par dette, il faut que ces dettes soient impérativement supportables. Un petit exemple pour vous montrer, donc, en imaginant que vous ayez un chiffre d'affaires de 200 000 francs, vous réussissiez à générer un bénéfice de 5 000 francs, en imaginant que vous empruntiez une somme de 200 000 francs à un taux d'intérêt de 4%, vous auriez des intérêts annuels à payer de 8 000 francs. Avec cet intérêt, vous deviendriez négatif et vous seriez déficitaire, donc vous auriez des pertes, et encore, vous n'auriez pas les moyens de rembourser cette dette. Donc c'est vraiment un élément important d'être en mesure de pouvoir faire appel à de la dette à partir du moment où vous avez les moyens de le faire, faute de quoi vous metteriez votre entreprise en danger. Merci, je laisse la parole à Antoine Facio de la Fondetech. Merci Patrick, bonjour à tous, c'est un grand plaisir d'être là pour parler de financement. Donc, mon nom est Antoine Facio, je suis le directeur de la Fondetech. La Fondetech est une fondation de droit public qui dépend de la ville de Genève et nous faisons principalement du financement sous la forme de dettes en prêt direct.
On va parler principalement de financement d'entreprises en démarrage. Et donc, les sources de financement, je ne vais pas vous répéter ce que Patrick a dit, mais pour nous, la première source de financement, c'est les ventes. Parce que si l'entreprise arrive à générer suffisamment de ventes, évidemment, il n'y a pas besoin d'autres sources de financement. Je ne vais pas m'attarder non plus sur la partie capitale, parce que je pense qu'Antonio fera ça bien mieux que moi tout à l'heure. Et on va parler effectivement un petit peu plus en profondeur des dettes. Donc il y a deux grandes formes en fait de financement. Il y a le financement non dilutif et le financement dilutif, comme l'a très justement dit Patrick tout à l'heure. Les fonds, donc, pour aller un petit peu plus en profondeur sur les fondations d'aide aux entreprises, donc il y a la FAE effectivement au niveau cantonal qui est en place, nous, la Fondetech au niveau de la ville, et puis pour vous en donner encore un autre, Microcrédit Crédit Solidaire, qui sont trois organismes qui fonctionnent en parallèle en fait, et qui viennent à dépendant des besoins que vous avez à différents niveaux de la maturation de votre projet. Donc, si vous cherchez du financement relativement faible, jusqu'à à peu près 30 000 francs, Microcrédit Solidaire sera certainement un partenaire intéressant pour vous. Ensuite de ça, la Fondetech, nous nous spécialisons beaucoup dans l'entrepreneuriat de proximité, des commerces, des restaurants, du service, et sur des sociétés en démarrage. Donc pratiquement 70% de nos activités sont sur des entreprises en démarrage, et donc on va financer sous forme de prêts entre 30 000 et on va dire 500 000 francs de fonds mis à disposition. Alors que la FAE, bien sûr, pourrait faire aussi de l'entreprise en démarrage, mais est plutôt spécialisée sur des entreprises qui sont un petit peu plus importantes et qui ont besoin de moyens un tout petit peu plus importants que nous. Une autre source de financement dont on n'a pas parlé jusqu'à maintenant sont les prix et les dons. Il y a un certain nombre de prix qui sont offerts à vous, pour ne parler que dans le prix IDEA qui vient d'avoir sa journée du jury, dont j'ai eu le plaisir cette année d'être le président du jury, qui donc va récompenser des entreprises qui ont des projets qui ont un impact environnemental ou sociétal fort dans le canton. Singa qui va faire de l'accompagnement et un prix aussi pour les entreprises qui sont faits par des entrepreneuses et entrepreneurs migrants, et puis des choses plus grandes comme Mass Challenge ou le prix Génilem, qui eux aussi, à chaque fois, amènent deux choses. Une période de quelques mois où l'entreprise va être accompagnée par des mentors, par des experts et des formations, et puis ensuite ça a des prix qui peuvent aller de 20 000 francs pour IDEA jusqu'à plusieurs centaines de milliers de francs pour Mass Challenge. Peut-être que c'est intéressant aussi de noter que ces prix n'ont pas enfin c'est des dons, donc il n'y a rien, vous n'avez pas ni d'intérêt, ni de personnes qui entrent dans votre capital, donc c'est des choses qui sont intéressantes, et c'est des choses qui sont intéressantes aussi pour vous donner de la visibilité, parce que ces prix, effectivement, vous permettent de vous faire connaître d'un public plus large. D'autres sources de financement, moi j'ai commencé ma première entreprise, je l'ai financée avec ma carte de crédit, payer les pizzas et les fins de mois un peu difficiles avec ces moyens de paiement. Je ne vous le recommande pas, mais enfin c'est quelque chose qui peut être utilisé et qui peut marcher, en tout cas tout au début. Les autres choses auxquelles on pense moins, c'est par exemple vos fournisseurs. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut utiliser vos fournisseurs comme banque, ce n'est pas du tout le but de mon propos, mais peut-être que vous pouvez effectivement discuter avec eux de facilités de paiement qui vous permettent aussi de vous donner cette trésorerie qui est tellement importante dans les entreprises, en particulier en ce moment. Et puis vos clients aussi, vous pouvez leur demander aussi de vous payer d'avance, de vous donner des visions et des visibilités sur les commandes ou sur ce qu'ils vont faire. Donc ça vous permet aussi de pouvoir travailler sur ces problèmes de liquidité. Et puis finalement, et on le voit de plus en plus, et je pense que c'est de plus en plus accepté, d'avoir d'autres activités à côté de votre activité entrepreneuriale.
J'ai un très bel exemple de quelqu'un qui est dans les RH, dans une grande entreprise, et qui adore l'ébénisterie, et qui en fait maintenant partage son temps, 50% dans sa grande entreprise, et puis 50% comme ébéniste. Et en fait, il a trouvé un équilibre comme ça, qui est tout à fait intéressant. Donc, c'est certainement des choses que vous pourriez regarder aussi. Une dernière chose sur les financements collaboratifs. Donc, on parle de faire une présentation et de mettre à disposition votre projet devant une communauté. Et puis, cette communauté va préacheter votre produit ou votre service moyennant un avantage qui peut être 2 pour 1 ou un discount, ou enfin différentes choses comme ça. Donc, il y a pas mal de plateformes qui sont disponibles pour vous. Il y a une plateforme très locale qui est Impact, qui est développée par les services industriels de Genève pour des projets qui ont un impact environnemental. La grande plateforme suisse, c'est We Make It. Et puis, les deux grandes internationales américaines sont Kickstarter et Indiegogo. Alors, évidemment, ça a ça va vous demander du travail. Donc, il va falloir mettre à jour votre campagne régulièrement. Il va falloir faire, en tout cas, une vidéo qui présente bien votre produit. Mais on va voir dans quelques secondes que ce n'est pas forcément quelque chose qui est très compliqué. Mais il faut évidemment faire passer le message. Il faut donner envie aux gens de venir vous soutenir. Ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, tout se joue, une grosse partie de ça se joue dans les 3 premiers jours et les 3 derniers jours. Donc, il faut aussi que vous alimentiez ça avec votre propre communauté pour être sûr que les gens investissent ou prennent des participations dans votre projet très très vite au départ de la campagne. Et puis, il y a des événements, il y a donc la communauté dont j'ai parlé. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'une entreprise qu'on a eu le plaisir de soutenir à la Fondetech, qui parallèlement avait besoin en fait d'une machine de production et qui a fait appel à une campagne. Et donc, je vais juste vous montrer la vidéo qu'ils ont fait à ce propos. Bonjour à tous, moi c'est Christian, le fondateur de Benji of Switzerland, la marque suisse de chaussures pour enfants. Depuis 5 ans, je dessine et conçois tous les modèles Benji ici à Genève, avec l'idée de faire de belles chaussures en cuir, spécialement adaptées aux pieds de l'enfant. Nos chaussures sont fabriquées à la main au Portugal dans de super usines. Et pour grandir, nous aimerions gagner en flexibilité et produire certains modèles nous-mêmes. Afin de réaliser ce projet, il nous faut une machine. Pour l'acquérir, nous avons besoin de vous. En contrepartie d'une somme unique de 650 francs, nous offrirons chaque année une paire de chaussures Benji à votre enfant jusqu'à ses 18 ans. Vous avez bien entendu l'assurance de bien chausser votre enfant durant toute sa croissance. L'offre est limitée, alors rendez-vous vite sur wemakeit.com pour y contribuer. Merci de votre aide. Merci. Bon, là, ça suffit les enfants. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, en fait, avec un peu d'imagination, un petit peu de bonne humeur, on arrive à faire passer des messages, et Benji a réussi à non seulement obtenir son objectif, mais à pratiquement doubler l'objectif en question. Donc c'est très encourageant pour tout le monde. Voilà, je crois que j'en ai fini, et je vous remercie de votre attention, et je passe donc la parole à Antonio Gambardella. Merci. Voilà. Bonjour à tous et à toutes, merci de votre accueil. Maintenant, on rentre dans un cadre un peu spécifique, on parle de start-up innovantes, sociétés technologiques en démarrage, qui se développent vite et qui sont alimentées à la base par des fonds propres. Je m'appelle Antonio Gambardella, je travaille et je dirige la Fondation genevoise pour l'innovation technologique, qui est une plateforme d'innovation soutenue par l'État de Genève et qui aujourd'hui
héberge, soutient, finance environ 80 projets innovants, 80 startups, et qui représentent environ 500 personnes. L'idée aujourd'hui est de vous donner un cadre vis-à-vis du financement de ce type spécifique de sociétés, qui représente en fait l'économie, une partie de l'économie de demain et de l'emploi du futur. La FONGIP rentre vis-à-vis de ce que le directeur de l'AFAE, Patrick, et également la Fondetech, Antoine, on vient de dire, la FONGIP rentre encore plus tôt, c'est vraiment à la période de l'amorçage, quand un projet démarre et la société vient d'être incorporée. Probablement, l'élément le plus important à vous laisser aujourd'hui, c'est le fait qu'il n'y a pas une seule catégorie d'investisseurs pour chaque période de vie de la société. Ça veut dire comme corollaire, ce n'est pas vrai que tous les investisseurs peuvent intervenir à tout moment dans une société. C'est impossible, par exemple, d'aller chercher des fonds de venture capital trop tôt dans une société parce que simplement, une société de venture capital n'a pas intérêt à investir trop en amont dans des sociétés. Par contre, on peut viser du type de financement qui est lié plutôt à un côté un peu plus émotionnel, pas que professionnel, avec des angel investors, par exemple, et là où on peut démarrer les choses un peu plus vite. Par exemple, une banque, vous ne pouvez pas aller chercher, et là la banque va nous dire peut-être quelque chose après, de l'argent trop tôt, quand vous avez encore les comptes qui sont solides. Il faut donc viser et cibler les bons interlocuteurs financiers au bon moment. Ça, c'est essentiel parce que le temps joue toujours contre un entrepreneur, innovant surtout. Donc, aujourd'hui, on va parler de zones de soutien financier qui sont très différentes. Les capitals non dilutifs et les capitals dilutifs. Les capitals non dilutifs, c'est tout ce qui va avec les bourses, les prix, les prêts, comme on a évoqué tout à l'heure. Mais surtout avec probablement la meilleure forme de capital non dilutif, qui est des financements non dilutifs, qui est les clients. Antoine mentionnait ça tout à l'heure. La vente, les clients sont la chose qui arrive à financer la société le plus rapidement possible et qui crédibilise également la société. Ça pourrait sembler un peu banal, presque évident, mais pour une start-up innovante qui passe tout son temps à développer quelque chose de nouveau, les revenus, donc les clients, sont la chose la plus importante et la plus vite à atteindre. Sur la partie dilutive, on aura une palette de possibilités et à nouveau, l'aspect important est lié au fait qu'on va vendre des actions, des parts de la société et surtout est important à nouveau de répéter que ce n'est pas vrai que tous les investisseurs peuvent rentrer à tous les niveaux de développement d'une société. Des angel investors vont rentrer plus tôt, des venture capital vont rentrer plus tard. Et à nouveau, j'insiste sur cet élément-là parce que souvent, on a des entrepreneurs qui passent du temps précieux justement à chercher de récupérer de l'argent vis-à-vis d'interlocuteurs qui finalement ne peuvent pas rentrer en matière parce que c'est trop tôt en projet ou trop tard également. Alors, on commence par la partie de non dilutif. La Suisse est un pays magnifique parce que c'est un des pays qui est mieux que d'autres à développer tous les soutiens qui est non dilutif pour ces projets technologiques. Toutes les universités, ici je me réfère à nouveau à des projets start-up qui sont à la base technologique, qui sont issus soit des universités, soit des autres écoles, ont la possibilité d'avoir accès à toute une palette de possibilités de financement qui est toujours très, très, très important. Pourquoi? Parce que ça permet de développer déjà les premiers prototypes, les premiers essais technologiques et techniques pour un projet, et sans justement se diluer, sans même avoir créé encore la société souvent.
Donc là, il y a une liste de tous les projets qui rentrent en matière sur ces sujets-là. L'Université de Genève, évidemment, Unitech avec InnoGap, après Bridge. On a également des projets européens qui font très bien ces financements d'amorçage non dilutifs. Donc, je vous invite à aller voir le site startupticker.ch qui a toute une liste de grants and loans, donc de prêts et de bourses, qui permettront vraiment de vous aiguiller dans cet univers qui est complexe, mais qui est riche. Donc, je vous invite en tant qu'entrepreneur innovant à aller voir ces sites. L'autre volet qui est non dilutif ou presque non dilutif, c'est d'autres situations qu'il y en a beaucoup en Suisse, notamment VentureKick par exemple. C'est un programme magnifique qui a soutenu dans ces dernières années plusieurs projets technologiques innovants avec des modèles de capital non dilutif, mais après qui peut être converti, donc qui peut devenir dilutif. Il y a un petit typo dans la slide. En fait, le VentureKick 1, c'est 10 000 francs suisses. Le VentureKick 2, c'est 40 000. Ce n'est pas vente, c'est 40 000. Et le VentureKick 3, c'est 100 000. Tout ça, après, peut être converti au fur et à mesure que la société avance, mais converti dans des shares, des parts de la société avec un système qui est très en faveur de la start-up parce que c'est converti à la valorisation de la société au premier tour de financement ouvert. Et à nouveau, ces prix rend vraiment un très bon service pour le soutien des entrepreneurs qui démarrent leur projet. On a d'autres prix ici et à nouveau, je vous invite à aller voir sur Startup Ticker. On a la Fondation Viguer, on a les Geberit, on en a plusieurs, donc vraiment, je vous invite à les chercher. À nouveau, startupticker.ch, c'est la ressource d'information qui est financée également par la Confédération avec les programmes InnoSuisse. Après, important, c'est la InnoSuisse. InnoSuisse, c'est un jalon essentiel pour le développement de projets technologiques en Suisse. On a la possibilité d'avoir accès à plusieurs programmes. Ça ne vaut pas que pour les startups, mais également pour les PME. L'idée d'avoir la possibilité de monter des projets avec des entités académiques, ce qu'on appelle les research partners, c'est academic partners, c'est très important parce que ça permet justement d'avoir de l'argent public qui soutient et qui va financer votre projet. Il y a l'11 novembre, la Confédération a annoncé un élargissement des critères d'InnoSuisse pour faire face à la crise. Et si avant on avait, en tant que société, le besoin de mettre 50% des ressources, maintenant 50% est baissé à 30%. Et même la contribution financière directe aujourd'hui peut être enlevée si le projet est suffisamment innovant pour InnoSuisse. Donc, je vous invite vraiment à aller voir les projets InnoSuisse qui représentent un système magnifique pour pouvoir avoir des financements. Les loans, on a déjà abordé le sujet avec mes collègues de la FAE et de la Fondetech. Dans les cantons de Vaud, il y a également la FIT qui peut entrer en matière pour des projets sur les cantons de Genève, surtout pour le premier tour de participation à programme. Et avec évidemment les bémols que souvent ces prêts-là demandent d'abord un remboursement. Et là, c'est une question éthique avant tout qu'économique. Mais il y a également la demande de garantie personnelle souvent. Donc il faut faire un peu attention vis-à-vis de quels sont les buts de votre recherche. Maintenant, on passe très vite au volet du financement dilutif. Donc, on commence par les groupes de angel investors. Donc, ce sont des personnes physiques qui s'impliquent de plus en plus dans le financement direct des sociétés. La bonne nouvelle est que grâce à toute la professionnalisation du soutien à l'innovation que la Suisse a fait évoluer dans ces dernières années, on a pu voir tous des groupes de financement de ce type qui sont nés d'abord, après sont très développés. Donc le Business Angels Switzerland, SICTI, qui aujourd'hui est devenu probablement le principal qui fait des investissements dans les ICT, Investir et d'autres. Donc on a vraiment une joli groupe de angel investors auxquels vous pouvez vous référer
Normalement, c'est après l'incorporation, dès que vous avez quelques premières, soit pilotes, soit prototypes qui marchent assez bien pour montrer qu'il y a un vrai business, il faut aller chercher de l'argent dilutif, donc avec la cession de quelque part de votre société auprès de ces institutions. Les venture capital, c'est un grand thème, je ne vais pas aborder ici, mais à nouveau, les venture capital arrivent au bon moment, pas trop tôt, ni pas trop tard. Et le venture capital est là pour gagner de l'argent. C'est ça son métier. On ne peut pas espérer d'avoir un venture capital qui est là pour vous laisser développer, pour faire de l'éducation pour vous. Non, il est là pour gagner de l'argent. Donc, il faut savoir que dès que vous rentrez avec un venture capital, il doit récupérer son argent dans 4-6 ans, environ 3-6 ans, ça dépend de la durée du fonds, avec un retour qui est très important. Donc, faites bien vos calculs. Donc, si vous rentrez un prix, vous devez être capable de vendre ces prix qui puissent justifier l'investissement du venture capital qui a fait. Sinon, vous ne faites pas l'investisseur content. D'autres options, on a discuté vite avec Antoine de la Fonds de Tech sur la partie du equity crowdfunding. On commence à voir gentiment également un peu de tokenisation pour le volet blockchain, mais c'est un peu trop tôt et je ne vais pas aborder le sujet encore. J'espère que l'année prochaine, finalement, c'est la même slide de l'année précédente avec la tokenisation, mais j'espère qu'année prochaine, on pourra avoir finalement quelques cas qui marchent bien sur ces sujets. Donc, pour finir, dernier slide. La levée des fonds prend toujours plus de temps que prévu. C'est un métier qui prend la totalité ou presque d'une petite société pour entre, je dirais, 6 et 10 mois. Avec cette période-là, je dirais que c'est même prolongé. Donc, il faut la commencer très tôt. Il faut prendre le temps, pas arriver trop serré parce que sinon vous négociez mal. Donc, c'est très important de planifier bien cette levée de fonds. Deuxième point, la levée de fonds représente la distraction pour l'équipe, bien sûr, parce que c'est à temps plein. Personne n'avait investi dans votre éducation, ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de Venture Capital. Les gens qui mettent de l'argent prennent des risques, elles veulent avoir ces risques rémunérés. Et après, levez autant d'argent que vous pouvez. Pour moi, c'est une recommandation très bonne. Souvent, on rencontre des entrepreneurs qui disent « Ah, moi, j'ai besoin que de ce petit argent, moi, je le laisserai pour la prochaine fois. » Personne n'est jamais mort pour s'être dilué. Donc, il faut, si l'argent est sur la table, prenez l'argent. Et dernier point, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est une course à obstacles. C'est dur, ce n'est pas un style de vie, c'est pour ça qu'il faut bien planifier les choses. Avec ça, je laisserai la parole à Nicolas Roussin de Crédit Suisse et je vous prendrai volontiers votre question après. Merci. Bien. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nicolas Roussin, Crédit Suisse, clientèle entreprise. En quelques mots, le Crédit Suisse à Genève, c'est près de 30 personnes qui comptent environ un tiers des PME genevoises comme clients et également les professionnels de l'immobilier. Donc, après avoir réussi à lever des fonds, créer votre entreprise, trouver des partenaires, des investisseurs, il est également temps d'aller voir la banque. Et du coup, je vais tenter de vous aider à répondre à ces deux questions. Donc, que peut financer la banque? Et puis, quels sont les critères de base également que nous analysons pour pouvoir octroyer ces crédits? Donc, il y a certains éléments qui vont faire redondance avec ce qui a été dit précédemment, mais j'ai souhaité scinder les types de financement, en tout cas en deux grandes familles, avant de parler aussi de quelques financements spécifiques. Donc, ce sont le financement du besoin en fonds de roulement, le cycle d'exploitation, ce que j'appelle vraiment le day-to-day business. Donc, une fois que votre entreprise fonctionne, donc vous avez des clients, des fournisseurs, des salariés, du coup, dans la vie de l'entreprise, régulièrement, il peut y avoir des cycles de trésorerie négatifs. Donc, vous encaissez, en fait, vos encaissements clients
arrive après vos décaissements. Enfin, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent conduire à ces besoins. Vous êtes aussi parfois, des cycles de production peuvent être plus ou moins longs. Vous avez des stocks également à avoir. Il y a aussi l'effet saisonnier pour certaines entreprises, hein, l'exemple du magasin de ski l'hiver. Donc, ce qui conduit à avoir des besoins récurrents. Alors, il ne s'agit pas forcément de besoins structurels. Donc, ça peut vraiment être sur une période de l'année ou une période dans le mois. Donc là, vous pouvez effectivement aller consulter la banque qui peut vous octroyer un financement. Donc qu'on va calculer en fonction de certains ratios, en fonction déjà premièrement de ce dont vous avez besoin et qui peut évoluer dans le temps. Donc c'est souvent ce qu'on appelle le découvert, ou alors ça peut être un crédit. C'est en général non amortissable, donc vous l'utilisez, vous le remboursez, en fait il est toujours à disposition, sauf dans le cas de crédits vraiment saisonniers. C'est relativement souple. Une particularité, il y a aussi dans cette famille de financement, il existe aussi le financement type factoring. Donc ça, c'est quand vous avez des clients que vous encaissez à échéance relativement longue. Donc vous pouvez céder vos créances à un factor ou même à la banque qui vous finance contre un certain pourcentage de ces créances, et sachant qu'effectivement, elle sera remboursée par les encaissements futurs. Et puis l'autre grande famille, ce sont les investissements. Donc, alors ça va de l'ordinateur, le mobilier de bureau, l'aménagement des bureaux, jusqu'au cycle, tout ce qui consiste à aménager les usines, le cycle de production, donc une ligne de production, des véhicules. Enfin, il y a beaucoup de possibilités. Et puis évidemment les immeubles. Donc là, ce sont des crédits plutôt long terme, donc d'une durée, on va dire, ça va être 3 ans pour l'informatique parce que la durée de vie est plus courte, jusqu'à 5 ans, 7 ans, évidemment bien plus pour les immeubles. Ça peut être financé en crédit classique bancaire ou en leasing. Ça ne change pas grand-chose dans les détails. En général, donc sur des financements de matériel, la banque peut financer jusqu'à 100% du besoin. Par contre, pour les immeubles, donc là, ça va vraiment dépendre de ce que l'on finance. Si c'est très spécifique, parfois la quotité de financement va être limitée à 50-60%, et puis on peut monter jusqu'à 70 voire 80% dans certains cas de figure. Alors, il existe aussi d'autres financements un peu plus rares, mais bien plus spécifiques. Donc, évidemment, l'acquisition d'une entreprise. Donc là, effectivement, l'entrepreneur qui souhaite acquérir une entreprise, en général, la banque va demander à ce qu'il crée une holding. Pourquoi une holding et pourquoi on ne finance pas l'entrepreneur en direct? Parce qu'effectivement, au niveau de la holding, on maîtrise beaucoup mieux le cadre juridique, le cadre fiscal notamment. La fiscalité de la holding, elle est plus prévisible. La fiscalité d'une personne privée dépend d'autres paramètres que l'on ne maîtrise pas forcément. Donc c'est pour ça qu'on préfère toujours à ce qu'il y ait une holding spécifique. Et là, effectivement, la banque va pouvoir accompagner l'entrepreneur dans le financement de cette acquisition jusqu'à un maximum en général de 75%. Ça va dépendre des cas, ça va dépendre aussi du prix d'achat. Évidemment, plus vous payez cher, plus ça va être difficile de monter le financement, puisqu'en général, ce sont des financements qui sont remboursables en 5 à 6 ans, de manière linéaire. Alors, en général, il y a une période de grâce au début, le temps de pouvoir remonter le dividende, de pouvoir aussi intégrer l'acquisition. Mais donc, il y aura quand même un apport de fonds propres de l'entrepreneur qui sera nécessaire. Et puis je voulais dire aussi quelques mots sur des financements plus spécifiques, donc, qui ne sont pas d'ailleurs des financements, mais des services que propose la banque. Donc ce sont des garanties bancaires notamment. Donc dans certains cas, selon votre activité, vous pouvez être amené à avoir des garanties à délivrer à vos clients, ou dans certains cas de figure, comme des appels d'offres. Ça, c'est surtout à l'international. Donc là, la banque peut vous accompagner également dans ce type de service. Et puis je terminerai avec les couvertures de risque de devises, particulièrement en Suisse, où nous avons des entreprises exportatrices. Donc là, il ne faut pas négliger le risque parfois d'avoir à gérer des encaissements en devises, euros, dollars, voire plus exotiques, à des durées relativement longues, alors que vous avez vos achats, vos charges qui sont en francs suisses. Donc ce n'est pas du risque pur, mais c'est quand même une ligne de crédit auprès de la banque. Et donc là, on peut vous accompagner pour ce type de produit. Ce n'est pas à négliger, parce que surtout en ce moment où les marchés sont très volatiles, on peut avoir de mauvaises surprises.
Alors, quels sont les critères de base que vous devez respecter pour pouvoir aller voir votre banque? Donc, ça a déjà été dit, donc effectivement, il faut que le business model soit éprouvé et qu'il existe. Donc ça, c'est vraiment l'analyse qualitative que va réaliser la banque. Que vous ayez, c'est tout bête, mais que vous ayez bien des clients, le produit, un produit qui fonctionne. En fait, voilà, qu'on puisse en fait nous analyser le marché, enfin comprendre ce que vous faites. Donc c'est vrai que les banques ne financent pas de start-up, à quelques exceptions près ou avec l'aide d'autres partenaires. Donc ça, c'est effectivement un point important. L'autre point qui va être plutôt quantitatif, c'est évidemment que l'entreprise doit être rentable et avoir des fonds propres positifs. Ça a déjà été évoqué tout à l'heure, on a parlé de l'article 725. Effectivement, c'est difficile pour une banque d'accompagner une entreprise qui aurait des fonds propres négatifs. Ça nécessite, on ne demande pas ce qui est un track record très très long, mais il faut qu'on puisse quand même s'assurer qu'au moment où vous venez nous voir, l'entreprise est rentable. Je reviens juste sur un point que j'ai oublié, c'est vrai que c'est aussi plus difficile et plus rare pour une banque de financer ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles, donc tout ce qui est recherche et développement, marque, brevet. C'est possible, mais c'est un peu plus rare puisque c'est un peu moins concret en fait à comprendre. Et puis je rappelle effectivement le fait que les financements bancaires peuvent être accompagnés d'autres garanties, donc principalement la FAE avec laquelle on collabore, et puis potentiellement des garanties aussi de l'actionnaire qui peuvent être apportées. Voilà, moi j'en ai fini, puis donc maintenant ça laisse pas mal de temps pour les questions. Messieurs, je vous remercie pour ces présentations très claires, très précises. On va passer à la partie questions. Il y a un certain nombre de questions en ligne. Je vais essayer de les prendre, pas forcément chronologiquement, mais peut-être par thème. Question sur le crowdfunding. Peut-être pour toi, Antoine. Il y a une question qui est posée sur le fait, est-ce qu'il est possible de faire des campagnes en parallèle, simultanément sur plusieurs plateformes? Est-ce qu'il y a un intérêt selon toi de le faire? Est-ce que c'est bien vu par les personnes qui peuvent contribuer à ce genre de projet? Quel est ton avis là-dessus? C'est clair que ces plateformes ont tous un public assez différent les unes des autres. Donc, à la limite, je dirais pourquoi pas. Si ce n'est qu'effectivement, moi, ça demande de plus en plus d'énergie parce qu'il faut être à cheval sur plusieurs plateformes. Donc, en Suisse, je ne sais pas, aux États-Unis, sur Indiegogo et sur Kickstarter, c'est souvent le cas. On fait une première campagne sur l'un et puis ensuite, on va chercher la suite sur l'autre. Donc, effectivement, pourquoi pas. Mais je pense que le crowdfunding, et c'est peut-être quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, a un intérêt, évidemment, d'obtenir des fonds pour ce qu'on veut faire. Mais l'autre grand avantage, c'est qu'on peut valider son produit, on peut valider son marché. S'il y a quelqu'un qui fait partie ou qui prend, ou si vous arrivez à financer votre produit et ou vos services grâce au crowdfunding, ça veut dire que votre marketing est bien fait, que vous avez quelque chose qui plaît, et donc ça limite, enfin ça réduit considérablement votre risque. Donc plus vous pouvez en fait aller voir de secteurs, peut-être que plus vous aurez une idée précise de ce que votre marché veut et que vous y répondiez en fait. Et peut-être dans la même veine, la portée géographique d'une campagne, est-ce qu'il y a un intérêt pour un entrepreneur genevois qui se lance depuis l'Uni de Genève d'aller regarder ce qui se passe en France, essayer d'aller chercher des investisseurs en France ou en Allemagne, ou est-ce que ça comporte des risques ou des chances faibles de succès? Alors évidemment, plus vous êtes loin de votre zone d'achalandise, je dirais, plus ça va être compliqué. Alors si vous avez une application, ou vous avez un produit qui a une vision globale, pourquoi pas? Maintenant, si vous êtes une épicerie de quartier, si vous vendez, enfin comme on l'a vu avec par exemple la corde à linge de la lessive localement, ça fait pas beaucoup de sens. Donc ça dépend un petit peu du produit et du projet. Alors, désolé de te monopoliser à ce point-là, mais on a encore une question sur le crowdfunding.
Je rappelle peut-être qu'il y a une session jeudi matin à 10h spécifiquement dédiée au crowdfunding. Il y aura énormément de réponses à vos questions, mais peut-être encore de manière générale, quel est le montant envisageable pour un crowdfunding? Alors, sur les plateformes locales, on voit de tout, je dirais 10 000 à peut-être 100 000 francs, pour dire quelque chose. Sur les plateformes internationales, on a vu des montants jusqu'à 1 million et peut-être un petit peu plus. Donc, c'est ce que vous pouvez vous attendre. Mais localement, ça va tourner autour de quelques dizaines de milliers de francs. D'accord. Merci. Pour toi, Antonio, on va rester sur continuité sur les prénoms, hein, peut-être avec des origines différentes. Tu as mentionné la tokenisation. Rapidement, est-ce que tu arrives à peut-être développer en 30 à 60 secondes un peu plus ce que c'est, la tokenisation? Oui. Alors, dans l'essence, elle démarre du concept qu'on peut prendre les registres des actionnaires et au lieu de l'avoir en physique, les mettre en digital. Ça veut dire quoi? De pouvoir distribuer sur plusieurs entités informatiques, dans les réseaux en général, les informations vis-à-vis du registre des actionnaires. Ça, c'est le sens technologique. Mais à partir de cela, qu'est-ce qu'on peut faire justement? On peut commencer à faire des transactions qui aujourd'hui sont confinées à un monde un peu plus classique, un peu plus analogique, au digital, au monde digital. Donc, lever des fonds, fait avec du crowdfunding cette fois en donnant des actions, faire des sessions d'actions du marché secondaire avec ces actions qui sont digitales à ce moment-là, complètement virtuelles, tout ça sera possible. Et je rajoute une troisième catégorie, c'est qu'à partir du moment qu'on peut digitaliser ces actions sur l'Internet, passez-moi cette vulgarisation, on pourra même attacher des droits spécifiques à ces actions, incluant même des droits de gouvernance de ces actions. Donc, ça veut dire qu'on pourrait même envisager un jour une société où ses propres actions seront distribuées sur l'Internet, qui appartiendront à des privés ou à des entités financières, et ces personnes pourront, par exemple, voter directement grâce aux droits que ces actions auront attachés, pourront échanger ces actions, pourront souscrire des nouvelles levées d'actions. Donc, tokenisation, c'est rien d'autre que l'action de virtualiser, donc de rendre digitale, une action qui aujourd'hui, même si est intangible, reste encore très liée au concept analogique de registre des actionnaires traditionnels. Merci Antonio. De belles perspectives nous attendent. Alors c'est peut-être une question qui vient de moi. Comment est pris finalement en compte le profil du porteur de projet, de l'entrepreneur dans vos choix de décision? Alors peut-être que je vais attribuer cette question à Patrick de la FAE et à Nicolas. Je pense que vous êtes souvent amenés à aussi analyser le profil de l'entrepreneur pour prendre votre décision. Oui, bien sûr. Alors, l'entrepreneur est la personne qui va mettre en œuvre le projet. Donc c'est clair qu'on prend une forme de pari sur la capacité que l'entreprise aura de rembourser, donc de se développer, qui permettra de rembourser. Et donc le profil de l'entrepreneur sera clé, puisque si l'entrepreneur a une expérience, a des capacités finalement, voilà, l'expérience et les connaissances pour le faire, et c'est un petit peu ce que disait Antonio sur le fait que les investisseurs ne vont pas financer finalement l'éducation de l'entrepreneur. Et c'est un peu sur cet aspect-là. Si on doit financer l'éducation de l'entrepreneur, il y a une prise de risque supplémentaire. Donc si l'entrepreneur a les capacités, l'a déjà fait avant, nous donne confiance, on va forcément pencher ou en tout cas plus facilement pencher dans la bonne balance en termes de décision. Nicolas, est-ce que tu as des compléments? Non, rien de plus. Effectivement, ça fait vraiment partie de l'analyse qualitative.
de regarder quel a été le parcours de l'entrepreneur, notamment aussi dans les acquisitions d'entreprises. Effectivement, quand une personne vient nous voir pour dire « je souhaite acquérir cette entreprise, accompagnez-moi », donc on va vraiment regarder encore plus s'il est légitime à pouvoir prendre la suite, puisqu'en général, il y a une passation qui se fait à ce moment-là. Donc c'est d'autant plus difficile d'ailleurs en ce moment où on a moins de contacts quand on analyse les dossiers. Et clairement, on a besoin finalement de rencontrer, d'échanger, voilà, quelque chose qui se passe parce que c'est aussi une affaire de rencontre et de perception comme ça. Et vous pensez à faire évoluer cette pratique-là? Est-ce qu'il y a un moyen de passer, comme ce qu'on a fait pour la Adjou, faire que du digital pour essayer de comprendre la personne? C'est pas prévu. J'espère pas en fait. J'espère qu'on va revenir à des contacts parce que c'est aussi, il faut que ce soit pour l'entrepreneur parce que lui aussi quand il vient nous voir, il doit aussi sentir cette confiance. C'est pas que dans un sens, hein, c'est-à-dire que on n'est pas la seule banque, on n'est pas les seuls acteurs. Donc lui il doit sentir qui il a en face de lui et nous c'est pareil. Et non, j'espère quand même que, alors dans certains cas de figure, ça fait partie des avancées technologiques de dire on n'a plus besoin de se rencontrer. Il y a tout un tas de choses que maintenant on peut faire en digital et c'est très bien. Mais en tout cas, là, quand on commence vraiment à parler de projets, de financement, de futur, faut pouvoir se rencontrer. Maintenant que je t'ai dans les mains, je vais te poser une question qui vient du public. La banque peut-elle intervenir comme private equity? Donc, est-ce qu'elle peut investir directement dans la société? Alors en général, ce n'est pas la banque directement, mais beaucoup de banques, le Crédit Suisse en fait partie, ont des fonds qui investissent dans les entreprises. Alors là, je parle uniquement du Crédit Suisse. Par contre, finalement, l'analyse va être assez proche de ce que j'ai pu dire. C'est-à-dire que, en tout cas, nous, notre fonds ne fait pas de financement de démarrage. Ça reste vraiment du capital développement, capital croissance. C'est-à-dire que là aussi, on va devoir avoir un business model éprouvé, une certaine rentabilité des fonds propres. Et oui, bien sûr, on peut prendre des participations en général minoritaires. D'accord. Bon, tu as répondu à la deuxième question qui était là. Une question assez générale et en lien avec l'actualité. On peut y amener plusieurs réponses, mais on va commencer peut-être par Patrick et je laisserai les autres compléter s'ils le souhaitent. En tant qu'entreprise, est-ce qu'il faudrait emprunter pendant la crise du Covid? Difficile à dire. C'est clair que d'un côté, les conditions aujourd'hui sont plutôt relativement bonnes et relativement souples. De l'autre côté, pour beaucoup, on parle pas de choix, mais de nécessité. Donc c'est clair qu'il y a aussi des priorités à mettre en tant que financeur où on va mettre nos moyens sur ceux qui en ont réellement besoin et pas forcément sur ceux qui vont faire une optimisation en termes de financement. Donc je dirais qu'il n'y a pas vraiment le besoin justifie finalement le fait d'avoir recours à de la dette plus que l'opportunité actuelle en termes de capacité. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en termes d'analyse, on a forcément plus d'incertitudes sur le futur et que même si nos critères, en tout cas je parle pour la FAE, n'ont pas changé, c'est clair que par la force des choses, la capacité que l'entreprise aura de trouver des clients, de générer du business, elle est questionnée de manière différente et la réponse n'est pas forcément la même. Donc je dirais que c'est probablement quand même un peu plus difficile, c'est potentiellement aussi un peu plus difficile d'avoir du financement pour quelqu'un qui n'en aurait pas forcément besoin et qui viserait un nouveau marché ou développer une activité. Et au niveau des startups, comment se comportent les investisseurs ces temps? Alors, pour les startups, les startups en général sont un des secteurs qui ont souffert et qui souffrent encore, bien sûr, mais qui n'ont pas souffert au même niveau que d'autres secteurs qui sont dans des situations dramatiques. Là, il faut le dire et je suis prêt à les défendre. Pourquoi? Pour deux raisons à la base. La première, que les startups, la manière de se financer fait avec des fonds propres, pas avec des revenus. Donc ils n'ont pas eu de baisses importantes. Et deuxième, ils sont souples. Normalement, ils sont plus petits. Ils arrivent à gérer les choses de manière un peu plus dynamique et souple.
Cela dit, moi j'ai peur plutôt pour cette deuxième vague qui va arriver, qui est plus structurelle, parce que tout ce qu'on a fait dans cette première vague économique, des crises économiques, on l'a fait avec un soutien ponctuel pour surtout des cas où les sociétés étaient en train de lever des fonds, ils n'ont pas pu clore les levées des fonds. Alors là, on est intervenu avec l'aide des banques, d'ailleurs, qu'avec Crédit Suisse, on a travaillé beaucoup sur quelques dossiers à Genève, pour un peu couvrir ou combler la défaillance temporaire du marché financier. C'était ça le problème. Maintenant, il faut rétablir cette confiance financière des investisseurs et c'est là où on travaille avec des solutions un peu plus créatives. Mais, et j'arrive à la réponse, finalement, moi j'ai des startups qui ont levé plusieurs millions dans cette période. Je pense que pour Genève, cette année 2020 sera une des années plus importantes pour les levées de fonds vis-à-vis des startups technologiques. Okay, donc là, c'est un fait. Pourquoi c'est un peu décorrélé du marché spécifique pour cette relation avec les revenus qui est moins importante. Mais laisse-moi, si je peux permettre, compléter la réponse de Patrick vis-à-vis de la sortie de la crise. Il y a un constat qui est valide pour toutes les crises économiques et qui démontre que les sociétés qui s'en sortent le mieux sont les sociétés qui font des investissements dans cette période dans l'innovation. Je sais que c'est très compliqué et c'est très dur. J'ai énormément de respect pour tous les entrepreneurs qui sont en train de faire face à une catastrophe économique. Mais il faut croire que simplement avec l'innovation, on peut s'en sortir. Et je reprends ce que j'ai dit, malheureusement trop vite, vis-à-vis de la mesure du programme d'impulsion force d'innovation suisse que la Confédération a lancé le 11 novembre, où les projets InnoSuisse, on peut avoir 30% des coûts du projet au lieu de mettre 50%, qui était la contribution des sociétés privées, et en plus avoir la possibilité de libérer la possibilité de fournir une contribution en espèces que la société devait faire. Donc tout ça sont tous des signaux qui démontrent quelle typologie de soutien on peut donner pour la relance. C'est une relance qui va établir, grâce à l'innovation, après qu'en conséquence également la confiance des investisseurs. Pour moi, c'est ça l'échelonnement. Merci beaucoup. Une question un peu générale, et je vous laisserai la liberté de nuancer, mais combien ça coûte finalement de financer son entreprise? Est-ce que Nicolas, tu veux commencer? Bon, après, les financements bancaires, les marges sont... En fait, les banques calculent les marges en fonction souvent des chiffres. C'est-à-dire que... c'est très basique ce que je vais dire. On rentre les bilans effectivement, dans des systèmes, dans des programmes informatiques, ça nous donne un rating. Et puis en fonction de ces ratings, il y a tout un tas, des coûts qui sont estimés. Il y a notre coût de capital, après il y a les probabilités de défaut, des choses comme ça. Je sais pas, grosso modo, je vais donner une fourchette très large, entre 2 et 5%. Alors, je vais quand même vendre un peu aussi le financement bancaire. C'est pas très très cher finalement par rapport à ce que peut demander un investisseur. Mais c'est pas le même risque non plus. On n'intervient pas au même moment, c'est clair. Donc vous avez un modèle de risque qui va définir le taux d'intérêt sur la base de alors après, on va nuancer ça avec une relation globale, avec une période, à un moment donné, et puis voilà. Puis c'est vrai qu'on est aussi dans une relation commerciale, faut pas se cacher. Derrière, il y a d'autres services qui peuvent être mis en avant, et donc en fonction de la sensibilité des uns, on va pondérer, quoi. Mais je veux dire, entre 2 et 5, on est quand même 5, c'est quand même vraiment le maximum a priori quand tout va bien, quoi. Plutôt un peu plus bas que ça, quoi. Et quand il y a des garanties, notamment de la FAE, c'est moins cher. Puisqu'effectivement le risque de la banque est plus faible. Antonio, tu as des éléments par rapport aux investisseurs privés? Oui, le coût principal pour les projets, c'est le coût du temps. Pour moi, c'est ça le vrai coût. Surtout pour les bons projets. Si c'est un mauvais projet, je pense que c'est plutôt une wake-up call. Donc, le fait de ne pas arriver à lever des fonds, ça doit même dire que le marché n'est pas prêt.
Il faut savoir en effet que la raison principale pour l'échec des projets, c'est une question de timing, du timing sur les marchés, des capacités d'avoir les projets qui est bien accueillis par les clients, par les investisseurs, par les clients. Donc, le bon timing, c'est la clé, c'est une des clés les plus importantes du succès. Donc, même la clé du succès vis-à-vis de l'investissement, oui. Vas-y. Je pense que le coût n'est pas forcément le nœud du problème. Je pense que c'est une question d'opportunité, de risque. C'est vrai que le financement va permettre de développer l'entreprise, va permettre d'atteindre un certain nombre d'objectifs. Maintenant, un financement, si je prends la dette ou le capital, parce que finalement c'est assez lié, à des risques. Si on est sur le capital, ça veut dire qu'on va devoir partager le pouvoir, partager les décisions. Et si on est sur de la dette, on se met finalement à une série de charges qu'il va falloir être en mesure de supporter, sachant que typiquement, si on est sur une phase de création, si vous empruntez des sommes rapidement et que vous n'êtes pas capable de payer, en tout cas les intérêts, voire les remboursements, vous augmentez de manière très importante les risques d'échec de votre projet. Donc ça, c'est vraiment un point clé, mais c'est vrai que le coût est à voir par rapport à l'opportunité, par rapport à le risque, mais le coût n'est pas forcément, je dirais, le nœud ou ne devrait pas être le critère de décision. Merci. J'ai une question pour toi, Antoine, de la part du public, qui me demande, est-ce que pour les indépendants, la Fondetech demande des garanties spécifiques? Alors absolument, pour tous les prêts que nous faisons, on demande à tous les porteuses et porteurs de projets d'être co-débiteurs solidaires du prêt. Donc ça veut dire que si l'entreprise ne marche pas, le porteur ou la porteuse de projet sera responsable de son prêt. Absolument. Merci Antoine. On revient à toi Antonio. Il y a une question du public qui pose la question, est-ce que malgré la crise du Covid, le montant d'investissement VC, capital risqueur, est resté identique, global? Alors on va le prendre au niveau suisse, disons. La question est pas précise. Alors, au niveau suisse, on a eu une baisse pour les premiers 6 mois. Et normalement, si on doit reprendre ce qui s'est passé lors d'une crise, de la dernière crise, qui est une crise différente, la crise financière 2007-2008, ça a pris 2 ans pour récupérer les mêmes niveaux qu'auparavant. Je pense que cette fois, ça sera un peu plus vite, mais c'est vrai qu'on a eu une baisse cette année. Mais une baisse surtout, je dirais, des montants dans l'absolu, mais on a pas mal d'investisseurs, même des nouveaux investisseurs qui rentrent en Suisse pour investir. Donc la dynamique de professionnalisation de tous les tissus économique qui vise l'entrepreneuriat innovant, je pense que la dynamique, elle est là, et depuis quelques années ou plusieurs années, systématiquement, les levées de fonds ont presque doublé chaque année. L'année dernière, c'était presque le double par rapport à l'année précédente. Donc cette année, je pense qu'on va avoir un ralentissement, mais la dynamique, elle est toujours là, et je pense que sur les prochaines années, on n'aura que de bonnes nouvelles. Comment on rentre en contact avec les investisseurs? Alors, messieurs, pour la Fondetech, la FAE et le Crédit Suisse, je pense qu'un contact directement, soit par vous, soit par vos sites internet, c'est le meilleur moyen. Mais pour les investisseurs, comment on accède? C'est difficile pour un jeune ou moins jeune qui se lance aujourd'hui pour reconnaître qui est le bon investisseur, la bonne personne qui peut répondre à ses besoins financiers. Comment il fait? C'est pour ça que ça prend du temps. C'est pour ça que lever les fonds, normalement, c'est l'aboutissement d'un processus qui a été entamé depuis déjà quelques mois. La fondation que je représente fait ou aide l'entrepreneur dans cette démarche. On les met devant les bons investisseurs, mais on va construire la relation. Nous disons toujours que si on va chez un investisseur et on demande toujours un conseil. Si tu demandes de l'argent, normalement, tu as un retour en conseil. Mais si tu demandes du conseil, après, tu vas avoir de l'argent. Et qu'est-ce que je veux dire avec ça? Je veux dire qu'il faut aller parler avec les investisseurs quand tu n'as pas besoin d'argent.
quand tu demandes d'avoir un avis sur ton modèle de business. Comme ça, l'investisseur commence à te connaître, commence à familiariser avec ton projet. Et on va établir la relation petit à petit. Après, on aura l'investisseur qui déclenche ce qu'on appelle les FOMO, non, en anglais, les Fear of Missing Out. Le fait d'avoir peur d'être en train de rater l'opportunité. Et c'est là où on va investir. C'est comme quand tu vas à la pêche, non? Tu vas à la pêche, tu les ronds, tu attends, mais après les poissons qui arrivent, il peut pas éviter de prendre l'hameçon. Il faut construire, ça prend du temps. Et c'est toute une dynamique qu'il faut entamer avec des personnes comme la fondation, la Fongite par exemple, qui peut vous aider dans ces démarches. Mais on a d'autres qui font ça. Mais il ne faut pas le faire un peu amateur, parce qu'on n'est plus le temps des amateurs. Les investisseurs sont en train de se professionnaliser et donc ils voient de plus en plus de bons projets. Et pour sortir de l'eau, il faut être assez exceptionnel dans l'approche. Une question générale, c'est vrai qu'on a tendance à dire ou à croire que l'échec est mal perçu en Suisse. Comment un échec dans le passé, parce qu'il y a des serial entrepreneurs, il y en a de nombreux en Suisse, comment pour vos institutions, que ce soit bancaires ou fondations liées aux autorités publiques, comment les échecs passés jouent un rôle dans les décisions actuelles? Antoine, je ne sais pas si tu veux commencer pour la Fondation. Oui, c'est une excellente question parce que c'est vrai l'échec est quand même toujours très stigmatisé en Suisse et ça reste quand même une problématique beaucoup plus que dans les pays anglo-saxons où c'est effectivement plutôt une preuve qu'on avance et qu'on réussit. Néanmoins, je pense qu'avec un bon projet, le porteur de projet avec des éléments et on en voit en fait assez de temps en temps qui viennent nous voir avec de nouveaux projets, qui ont envie de se remonter et puis voilà, on essaie de les accompagner. Mais c'est vrai qu'il faut faire l'exercice mental de se dire ben voilà, c'est des choses qui arrivent et en fait quelque part tant mieux que ça arrive parce que tout ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Donc voilà. Je ne sais pas s'il y a un de vous qui veut compléter ou amener un point. Oui, je veux bien. Moi, c'est vrai que c'est une question facile à répondre. Au niveau des banques, clairement, c'est quelque chose qu'on va regarder. Et bon, voilà, on peut évidemment, on a des expériences. Hein, déjà, on va essayer peut-être de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et puis voilà, quand des fois ça peut être aussi des phénomènes de marché, enfin c'est des facteurs exogènes. Et puis après c'est vrai que les banques ont de la mémoire, donc faut être vigilant par rapport à ça, quoi. Mais c'est pas, on peut quand même en discuter, quoi. Mais c'est une chose qui est en train de changer. Moi, j'ai cette perception, honnêtement, parce qu'on a moins et moins d'opportunités de sauvetage en général, donc les gens se lancent de plus. Et moi, je vais reprendre l'exemple d'un pionnier. Il y a un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Ether, qui aujourd'hui a presque 90 ans. Jean-Pierre Ether, il a lancé la première entreprise de 1970, il a fait faillite. Après, il a lancé la deuxième, après 3 ans avec son frère, il a fait une deuxième faillite. Et la troisième, après quelques années, était LEM, la société basée à Plain-les-Ouates, cotée en bourse, qui a plusieurs milliards d'employés. Et bien, avec ça, il s'est dit, maintenant, je ne vais plus avoir d'autres entrepreneurs qui ont la même expérience pénible de lancement des faits. C'est pour ça qu'il a créé, en 1991, la Fongite, la Fondation Genevoise pour l'innovation technologique. C'est notre fondateur mythique, qui lui est le représentant premier, qu'on peut fail fast, but always fail forward. Je peux peut-être juste un élément. Je pense que je suis d'accord sur le fait que ça évolue en termes de situation. Par contre, il y a un élément, c'est l'attitude. Et effectivement, je pense qu'on peut, et ça sera pas forcément aussi stigmatisant que ça l'a été par le passé d'avoir fait échec. Par contre, ce qui ne sera pas pardonné, c'est la personne qui aura menti, triché, qui n'aura pas assumé finalement son échec. Et là, effectivement, il sera très souvent blacklisté un peu partout dans ce type de situation. Très bien, peut-être en guise de conclusion, j'irai un tour de table. Essayons de garder entre 15 et 30 secondes, allez, 60 secondes si vous êtes inspiré. C'est une question qui vient du public, hein, qui est très intéressante. Mais le top conseil que vous donneriez. Donc, je proposais qu'on commence par
la banque et en suivre comme ça, pour l'entrepreneur qui cherche du financement? Peut-être le top conseil, c'est d'être honnête, transparent et puis de dire les choses. En tout cas, nous, dans nos relations, puisqu'on parle de financement, qu'on parle de crédit, je dirais ça c'est vraiment un point important, c'est-à-dire c'est toujours plus facile de venir nous voir. Alors là, je parle peut-être de situations peut-être en lien aussi avec l'actualité, de venir nous voir le plus vite possible s'il y a un souci, enfin, d'être vraiment très ouvert plutôt que de cacher les choses. Ça rejoignait tout à l'heure la question juste précédente. C'est toujours plus compliqué quand on apprend par ailleurs, mais c'est aussi valable, je pense, dans toutes les recherches de financement. Nous, on aime bien avoir plein d'informations. Merci. Antonio? Non, je pense avoir déjà répondu, mais il faut prendre le temps pour le faire. Lever les fonds, c'est un temps important. Il faut choisir bien, cibler bien l'investisseur. C'est pas que tous les investisseurs sont bons pour tous les moments. Et se préparer, et aller chez l'investisseur et demander du conseil avant de demander l'argent. Établir la confiance, établir la relation. Et après, les financements arrivent par conséquence. Arrivez jamais à la fin de ça, mais c'est préparé. Antoine? Moi, je pense qu'il faut une chose qu'il faut faire attention, c'est de jamais être seul, parce que le chemin entrepreneurial est souvent très très seul. On peut pas parler à ses clients, on peut pas parler à ses employés. C'est difficile de parler à son conseil de fondation, à son conseil d'administration. À la maison, au bout de quelques temps, ça devient aussi assez vite fatigant. Donc, de s'entourer d'autres entrepreneurs, entrepreneuses, d'échanger. Je pense que ça, c'est d'abord un grand signe de force, parce qu'il faut être au contact. Et puis, il y a beaucoup de gens qui ont passé par là, qui savent comment ça marche, qui peuvent avoir un regard un petit peu extérieur et vous donner des conseils. Donc, restez pas seul. Je pense que beaucoup de choses ont été dites. J'insisterai pour peut-être sur 2 points. C'est de faire appel au bon financement au bon moment. Je pense que ça, c'est vraiment un clé. Et d'avoir un bon équilibre entre les différentes sources. D'avoir vraiment un panachage qui permette aussi de minimiser les risques et d'avoir finalement un mélange qui permette vraiment de travailler de manière sereine et efficace. Messieurs, à moins que vous ayez une question pour votre serviteur, je vous remercie encore de vos présentations, du temps consacré à répondre à ces nombreuses questions. J'espère vous voir l'année prochaine dans des configurations différentes. Je vous remercie aussi aux participants qui sont de l'autre côté de la caméra pour leur présence. Et puis, je vous donne rendez-vous à l'année prochaine. Et bonne journée à tous. Merci.